Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Les travaux du 9e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire s'ouvrent demain à Abidjan. Les deux pays feront le point de leur coopération et vont entériner des mesures visant à les renforcer. Le TAC est devenu un exemple d'intégration et un outil de développement dans la sous-région. Autre partenaire de la Côte d'Ivoire, le FIDA, Fonds international de développement agricole, vient d'accorder un prêt de plus de 10 milliards de francs CFA à l'État ivoirien pour le financement de projets d'urgence agricole. Le ministre de l'économie et des finances et le vice-président du FIDA ont signé l'accord de prêt hier jeudi. 950 opportunités d'emploi sont annoncées en faveur des jeunes. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique vient de sceller un partenariat avec une société. Les deux parties ont signé une convention pour la concrétisation de ce projet. Le coronavirus s'impose au JO. Le coup d'envoi a été donné ce vendredi à huis clos. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2021, très sobre, s'est déroulée dans un stade olympique quasi vide. Le thème porte sur la résilience par le sport. La RTI couvre l'événement. Saïfoulaï Kone, directeur marketing, communication et RTI Digital, sera notre invité dans ce 20h. Et soyez les bienvenus sur RTI1. Les travaux du 9e TAC, traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, s'ouvrent demain ici à Abidjan. Les deux pays feront le point de leur coopération et vont entériner des mesures visant à les renforcer. Le TAC est né de la volonté commune des deux États et est devenu un exemple d'intégration et un outil de développement dans la sous-région, nous explique Alexis Ouedraogo. Abidjan abrite, du 24 au 27 juillet prochain, la 9e conférence du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, le TAC. La conférence sera marquée par un conseil conjoint de gouvernement coprésidé par le Premier ministre Patrick Hachi et son homologue Joseph-Marie Dabiré. Au centre des discussions, les accords de coopération ivoiro-burkinabé dans un contexte marqué par la lutte contre la Covid-19 et le terrorisme. Le 30 avril dernier, au terme de la 4e réunion du comité conjoint de suivi des décisions et recommandations du TAC, les ministres Alpha Barry et Kandia Camara en charge des affaires étrangères des deux États ont salué les progrès enregistrés dans de nombreux secteurs et les résultats obtenus sur plusieurs axes de coopération, même si beaucoup reste à faire. Notons que la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération s'était tenue fin juillet 2019 à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État avaient procédé à l'évaluation de la coopération et entériné des mesures visant à renforcer les relations entre les deux pays. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont deux pays qui ont des liens fraternels et historiques et travaillent depuis des lustres dans le sens du renforcement de leurs relations. Les deux premiers présidents, Maurice Yamégo et Félix Houphouët-Boigny, ont œuvré pour une intégration réussie des deux peuples, ivoirien et burkinabé. Éric Goré nous en dit plus. Bienvenue au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, où vivent des ressortissants du monde entier, parmi lesquels de nombreux Ivoiriens présents dans tous les secteurs d'activité. Wadja vit au Burkina Faso depuis 15 ans. Marié à une femme burkinabé, il a la double nationalité. Cet Ivoiro-burkinabé exerce dans la restauration. Ses jours de repos, il les passe ici, avec ses burkinabés d'un certain âge. Kwasi Wadja a la quarantaine, mais il a fait de ces personnes âgées ses amis et même ses confidents. Il nous parle de sa vie au Burkina Faso. J'avais des préjugés d'abord en venant au Burkina. Quand il dit au Burkinabé, on dit oh, c'est le désert, il fait chaud. Mais j'ai vu que j'étais à l'aise. Je me déplaçais partout. Je vois qu'on crie mon nom Wadjas, puis c'est mon nom Wadjas. À Moré, c'est dit Wadjessé. Par le biais d'un ami qui est venu me rendre visite à l'ambassade, je veux une belle fille. Et celle-là me plaît très bien. Et celle-là, c'est parti. Nous sommes mariés. Aujourd'hui, on a fait au moins 2 enfants. Cette amitié entre Ivoiriens et Burkinabés ne se raconte pas sans souvenirs positifs comme négatifs. C'est quelqu'un vraiment qui me plaît, pas moi seul d'ailleurs. Parmi vous avez vu vraiment ses amis ici. C'est quelqu'un qui est très bien intégré vraiment au Burkina. Et moi, connaissant un peu la Côte d'Ivoire, parce que j'ai travaillé au consulat comme agent consulaire, j'étais aussi à la Capamsi comme agent.
de bureau à la coopérative des acheteurs de produits maraîchers de Côte d'Ivoire comme agent de bureau. J'étais aussi membre du bureau politique national ODPMT comme CDP. On a sillonné partout la Côte d'Ivoire pour mettre les structures en place, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Donc je connais très bien la Côte d'Ivoire. Des souvenirs, il y en a à profusion. Albert Ouedraogo est ancien ministre dans le gouvernement burkinabé. Ces moments passés en Côte d'Ivoire l'ont marqué. Nous avons pu mesurer la chance qui a été la nôtre d'être né en Côte d'Ivoire et d'avoir bénéficié d'un certain nombre de facilités en matière d'études et en matière de bourse. Moi, personnellement, j'ai eu droit à la bourse depuis la 6e jusqu'en terminale. C'est pour tout cela que Albert Ouedraogo projette d'organiser une caravane de reconnaissance du peuple burkinabé à la Côte d'Ivoire. Moi, personnellement, j'ai pensé qu'on pouvait organiser une caravane avec un certain nombre de personnes qui ont évolué en Côte d'Ivoire et qui sont venus au Burkina et qui pourraient, à travers cette caravane-là, aller saluer les autorités présentes de la Côte d'Ivoire en mémoire de toute la politique que le président Félix Houphouët-Boigny avait développée qui permettait de vraiment construire l'intégration, l'amitié, la fraternité. Environ 3 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire, dont 61% sont nés dans le pays, selon le recensement de 2014. Voilà le TAC, bel exemple d'intégration et les travaux du 9e TAC, traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je rappelle, s'ouvre demain ici à Abidjan et les deux pays feront le point de leur coopération et vont entériner des mesures visant à les renforcer. Autre partenaire de la Côte d'Ivoire, le FIDA, Fonds international de développement agricole, vient d'accorder un prêt de plus de 10 milliards de francs CFA à l'État ivoirien pour le financement de projets d'urgence agricole. Le ministre de l'économie et des finances et le vice-président du FIDA ont signé l'accord de prêt hier jeudi. Noël Niagno pour le reportage. Un prêt de 15 640 000 euros, soit un peu plus de 10 milliards de francs CFA. C'est la contribution du Fonds international de développement agricole, FIDA, au projet d'urgence agricole. Un projet qui vise à atténuer les impacts de la crise sur les communautés les plus vulnérables. The signing of the financing agreement of the Agricultural Emergency Support Project. La signature de la convention de financement du projet d'appui d'urgence agricole est un exemple concret de notre détermination à soutenir les petits agriculteurs ivoiriens et la sécurité alimentaire pendant cette pandémie. Fournir aux petits exploitants des technologies adaptées, des formations, des ressources financières et un accès au marché sera la clé d'une reprise durable. Le projet d'urgence agricole vise essentiellement à soutenir les ménages ruraux fragilisés par la crise sanitaire de la COVID-19 et à contribuer à la relance de l'économie agricole. De manière concrète, il s'agira de maintenir et d'améliorer à travers ce projet la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages tout en soutenant la relance avec l'approche Build Back Better, c'est-à-dire reconstruire en mieux en vue de renforcer la productivité agricole, la résilience climatique des petits exploitants agricoles et leur capacité à générer un revenu sur le long terme. D'une durée de 3 ans, de 2021 à 2023, le projet porte sur un montant global évalué à environ 27 milliards de francs CFA. Une contribution saluée à sa juste mesure par le ministère de tutelle. Pendant les différentes crises qu'a connues notre pays, le FIDA est toujours resté à l'écoute de nos préoccupations en mettant en place notamment des programmes d'urgence pour soutenir les populations rurales en détresse. Outre le fait que son taux d'intérêt s'évalue à moins de 1% pour une durée de 20 ans, ce prêt devrait permettre aux acteurs des filières agricoles concernés par le projet de bénéficier de crédits à taux zéro et facilitera leur transition vers une économie de marché basée sur des pratiques agricoles résilientes au changement climatique et sobres en carbone. Le reportage réalisé pour vous par Jean-Louis Bangbo.
La tribune baptisée les grandes rencontres du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, a reçu cette semaine la présidente de la Chambre d'agriculture. Il s'agissait pour les conseillers de s'informer et d'échanger avec le président de la Chambre d'agriculture sur les missions de l'institution et sa contribution à l'événement de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Noël Nyagno. La Chambre nationale d'agriculture, dans un pays devenu puissance agricole, emmène des interrogations. Et le principal interlocuteur en la matière est le président de la Chambre. Le Conseil économique, social et environnemental enquête d'une meilleure appréhension des réalités de la Chambre de représentation et de participation des agriculteurs. Et le meilleur expert qualifié pour répondre à cette exigence ne pouvait être qu'un pur produit de cette Chambre consulaire. Les échanges traduisent bien cette préoccupation. Morceau choisi. Pratiquement toutes les chambres d'agriculture de la sous-région se sont inspirées du modèle ivoirien et semblent bien se porter. Pourquoi notre chambre d'agriculture a-t-elle tant de difficultés? Quelles sont les initiatives prises en matière de coopération, tant avec des acteurs de la sous-région qu'avec d'autres acteurs dans le monde entier? Les principales attentes du secteur agricole sont relatives d'une part à une plus grande mécanisation des modes de production, d'autre part à l'édification d'un complexe industriel permettant la transformation des produits de base pour leur ajouter de la valeur. À la base de toutes ces interrogations, une vision. Il faut que le Conseil lui-même se hisse au niveau des défis et des enjeux. Conscient de cet état de fait, le président de la Chambre s'est donné les moyens de rassurer ses interlocuteurs avec des produits, expression palpable de ses actions et souligner les défis à relever pour être en phase avec l'évolution de la Côte d'Ivoire agricole. Créer une profession agricole d'abord qui soit attrayante, rentable. L'autre défi, c'est vraiment de trouver les moyens pour créer la solidarité entre les filières, de sorte à ce que l'État se replie dans son rôle régalien. Les familles professionnelles agricoles de la Chambre sont les cultures vivrières, les cultures de rente, la foresterie, l'élevage et les ressources halieutiques. Ça bouge très bien aussi du côté du programme Eau potable pour tous, qui continue d'ailleurs d'être déployé dans les régions ivoiriennes. Daloa, troisième plus grande ville de notre pays, souffre d'un déficit de 57% en matière de production d'eau potable. Les besoins quotidiens sont estimés à 21 000 mètres cubes. Le gouvernement ivoirien s'attelle donc à combler le gap afin de soulager les populations. Le ministre Laurent Tchagba vient justement de lancer les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville. Mama Traoré. Quartier commerce, plein centre-ville de Daloa. Depuis qu'il passe sa retraite, Célestin et sa famille n'ont pas d'eau dans leur robinet, faute de canalisation. Il y en avait, mais tout est bouché. C'est gâté. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de l'eau. C'est comme ça. Et où on arrive à nous approvisionner, on achète. On achète de l'eau avec les voisins. Situation différente chez les Flancs. Ici, pas de souci sur le réseau d'adduction d'eau potable. Une inquiétude cependant, l'eau ne coule pas en permanence. Depuis ce matin, il n'y a pas l'eau. Quand on coupe l'eau, ça peut faire 2 jours, 3 jours avant qu'on ait l'eau. À l'origine de cette situation, la vétusté des infrastructures et le déficit de production d'eau potable que connaît la cité des Antilopes. Déficit qui s'évalue à 11 000 mètres cubes d'eau sur les 21 000 dont a besoin la ville par jour. Cette situation relève désormais du passé, avec la mise en service ce vendredi de 3 unités de production d'eau potable en mesure de produire 6 000 mètres cubes supplémentaires. Le problème d'eau ne touche pas seulement les populations vulnérables, mais c'est quasiment tout le monde et tous les quartiers. Et donc nous ne pouvons que vous dire encore merci et à travers vous, remercier encore une fois son Excellence, le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et le Premier ministre Patrick Achi. Ce n'est pas tout. Des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable ont été lancés par la même occasion. Ainsi, dès 2023, 8 000 mètres cubes d'eau additionnels seront produits depuis le barrage de Buo pour desservir la 3e plus grande ville du pays. Nous aurons au total 23 000 mètres cubes jour pour un besoin
de Daloa et environ, estimé à 21 000 m3. Le travail que nous allons démarrer aujourd'hui va permettre de garantir jusqu'en 2040 la production en eau potable de la ville et de ses environs. Les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Daloa vont coûter plus de 23 milliards de francs CFA sur un financement de 170 milliards de francs CFA octroyé à la Côte d'Ivoire par la Chine dans le cadre d'un projet qui concerne 12 grandes villes du pays. À Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le président du conseil d'administration de la Sodexam est en visite de travail. Actif sur le terrain, il a visité les plateformes aéroportuaires, nous rapporte Soro Corona. Le localiseur, le VOR de ME, la centrale électrique, la caserne des sapeurs-pompiers, la salle d'observation météo, la tour de contrôle et la piste d'atterrissage, des équipements, installations et services des plateformes aéroportuaires de Kourougo, Bouaké et Yamoussoukro passés au scanner. Le président du conseil d'administration de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique, météorologique, Sodexam est allé faire l'état des lieux, des équipements et installations, des travaux en cours et s'imprégner des conditions de vie des agents. Des travaux sont en cours et d'autres annoncés pour mettre les aéroports ivoiriens aux normes internationales. Il y a des aéroports qui sont en train d'être réhabilités. Il y en a qui sont en train d'être mis aux normes internationales pour que les compagnies qui veulent désormais fréquenter certains aéroports, dont celui de Bouaké, viennent donc dans ces aéroports-là. Pour Abel Dioré, le président de la République travaille afin que voyager en avion ne soit plus un luxe pour les Ivoiriens. Voyager par avion ne doit plus être un luxe, mais doit rentrer donc dans le quotidien des Ivoiriens. Nous avons reçu donc des feuilles de route très claires, donc nous traduisons cette feuille de route-là en actes concrets. La Covid nous a secoués, mais par la grâce de Dieu, le personnel est resté debout, le personnel est prêt au travail. Et il est en train de travailler. Le PCA de la Sodexam a aussi échangé avec les agents. Le président du conseil d'administration a exhorté les agents au travail bien fait et à la détermination. Cette visite de terrain a débuté par la station météorologique d'Adiaki. 950 opportunités d'emploi sont annoncées en faveur des jeunes. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique vient de sceller un partenariat avec une société. Les deux parties ont signé la convention pour la concrétisation de ce projet qui vise l'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Salima Toudia. C'est une signature de convention qui annonce 950 opportunités d'emploi pour les jeunes de Côte d'Ivoire. La société WebHelp et l'agence Emploi Jeunes amorcent un chapitre de leur coopération en faveur de l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays où la jeunesse a une vraie qualification, a une vraie compétence, a de vrais talents et c'est ce qui nous permet de délivrer une qualité et donc de satisfaire nos clients et de continuer à croître. On travaille dans l'activité de l'externalisation de la relation client, aussi bien sur des réseaux sociaux que sur de l'appel service client, que de l'appel en télévente pour des clients français. Ce sont 300 emplois directs, 450 stages de qualification, 200 autres stages de validation des diplômes qui viennent d'être signés. Ce partenariat est scellé sous la supervision du ministre Mamadou Touré, pour qui ceci vient soutenir l'effort du gouvernement à offrir des perspectives réelles à la jeunesse. La question de l'insertion professionnelle des jeunes surtout est au cœur des priorités du gouvernement. Nous continuons de mobiliser toutes les initiatives et tous les acteurs, notamment le secteur privé. Et je me réjouis que WebHelp ait fait confiance à la Côte d'Ivoire en s'installant, mais surtout soit dans une dynamique donc, de développement. Et dans ce sens-là, elle fait confiance à l'agence Emploi Jeunes. Et dans quelques jours, donc c'est près d'un millier de jeunes Ivoiriens qui auront donc une opportunité d'insertion professionnelle. Présente dans plus de 49 pays avec un effectif de 90 000 collaborateurs, dont 1800 travailleurs à Abidjan, l'entreprise est spécialisée dans l'expérience client et a pour objectif d'atteindre 2000 collaborateurs d'ici la fin de l'année 2021 et 4000 dans les 3 années à venir en Côte d'Ivoire. Et on ne baisse pas du tout la garde. Sur le front sanitaire, on reste mobilisé et soudé pour vaincre la pandémie de Covid-19.
Voilà, restons vigilants. Le coronavirus continue de circuler. Ce vendredi 23 juillet, on dénombre en Côte d'Ivoire 87 nouveaux cas, 69 guérisons et 0 décès. À la date du 23 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 49 473 cas confirmés, 48 724 personnes guéries et 324 décès enregistrés au total. Et le ministre de la Santé, Pierre Demba, se fait témoin de la campagne anti-Covid. Il compte parmi les personnes qui ont achevé le processus de vaccination. La deuxième dose du vaccin lui a été administrée hier et il invite tous les Ivoiriens à en faire de même, se faire vacciner pour se protéger du coronavirus. Franck Quadio. Parc des sports de Trècheville, le centre de dépistage et de vaccination contre la Covid-19 reçoit un visiteur particulier. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, est venu recevoir la deuxième dose du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus après sa première reçue le 12 avril dernier. Un acte qui confirme la disponibilité des vaccins AstraZeneca, dont 268 000 doses sont arrivées lundi dernier à Abidjan. La vaccination est vraiment une opportunité pour nos populations dans le cadre de la riposte contre la Covid. Et je voudrais donc rassurer les Ivoiriens que c'est des très bons vaccins qui protègent effectivement donc, nos populations. C'est une belle opportunité que leur offre le chef de l'État et son Premier ministre en allant partout chercher les vaccins pour qu'ils puissent avoir ces vaccins-là et gratuitement, non seulement gratuitement, mais volontairement. Donc nous les invitons vraiment à venir nombreux donc se faire vacciner. La sensibilisation a permis d'accroître le nombre de vaccinés. Ce centre de Trècheville atteint quotidiennement entre 500 et 600 vaccinés avec un pic de 1200 personnes en un jour depuis le début de la vaccination, il y a 4 mois selon ses responsables. La Côte d'Ivoire dispose à ce jour de 3 types de vaccins, à savoir AstraZeneca, Pfizer et Sinopharm, des vaccins administrés à partir des 18 ans. Et les ferrailleurs donnent aussi l'exemple. Les ferrailleurs de la casse ne se sont pas fait prier pour se faire vacciner. Cette semaine, une unité de santé mobile a administré plus de 300 vaccins dans ce parc à faire. Eugène Atoubé pour le témoignage. Sous cette base, chacun attend patiemment son tour de recevoir sa première dose de vaccin contre la Covid-19. Ils sont venus en réponse à l'appel de la section d'Abobo, de l'Association des ferrailleurs des casses modernes de Côte d'Ivoire, AFECAMSI. Membres de la FECAMSI et toute autre personne exerçant une activité sur le site des ferrailleurs d'Abobo à Nador vont se vacciner contre la Covid-19 grâce à la présence d'une unité mobile qui sillonne les quartiers de la commune d'Abobo. Nous avons organisé la sensibilisation avec les kits. Donc c'est une continuité pour nous aujourd'hui. Si nous avons eu l'occasion de faire vacciner nos confrères ferrailleurs pour que la casse puisse faire 0 cas de Covid-19. La mobilisation des artisans ferrailleurs d'Abobo est le premier acte d'un programme de vaccination de 5000 artisans ferrailleurs prévu par la FECAMSI. Au premier moment de l'apparition de la pandémie à coronavirus, les ferrailleurs membres de la FECAMSI ont adopté les mesures barrières contre la Covid-19 grâce à une campagne de sensibilisation menée par leur association. Aujourd'hui, ils donnent un écho favorable à l'appel à vaccination du gouvernement qui met à la disposition des populations des unités mobiles pour toucher un plus grand nombre de personnes. Depuis le 5 du mois en cours, nous avons sillonné pratiquement la majorité des marchés d'Abobo afin d'atteindre le maximum de personnes. Nous vaccinons en moyenne 500 personnes par jour. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation qui a été faite, on m'a rapporté que je pouvais vacciner plus de 1500 personnes. La section AFECAMSI d'Abobo existe depuis 2004 et compte 23 sous-sections sur le territoire communal. Elle exhorte ses membres à se faire vacciner afin de briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Voilà, faisons-nous tous vacciner pour vaincre cette pandémie de Covid-19. On en arrive à ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle relatif à la couverture médiatique de la campagne pour les élections partielles des sénateurs dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bonkani, du Gontougo et de l'Anawa. Le communiqué est lu pour vous par Kolo Koulibaly. Dans le cadre de la couverture médiatique de la campagne pour les élections partielles des sénateurs
Dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bunkani, du Gontougou et de l'Anawa du 31 juillet 2021, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, conformément au texte en vigueur, communique, à compter de l'ouverture officielle de la campagne électorale, en ce qui concerne les médias de service public. Les médias audiovisuels de service public doivent veiller, dans la programmation des journaux, émissions et reportages dédiés à la campagne, au respect du principe de l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture. En ce qui concerne les télévisions et radios privées commerciales, durant la période de la campagne électorale, les télévisions et radios privées commerciales désireuses de couvrir la dite campagne doivent veiller au respect des principes d'équité dans l'accès à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont elles assurent la couverture. En ce qui concerne les radios privées non commerciales, dites radios de proximité, durant la période de la campagne électorale, les radios privées non commerciales, dites radios de proximité, sont interdites de produire, de programmer et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels en ligne, les services de médias audiovisuels en ligne accrédités par la ACA et dont l'équipe de rédaction comporte en son sein au moins un journaliste professionnel, sont autorisés à couvrir la campagne pour les élections partielles des sénateurs. Durant la période de campagne électorale, les services des médias audiovisuels en ligne doivent veiller au pluralisme, à l'honnêteté et à l'équilibre de l'information. Ils ne peuvent publier que des informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Les services de médias audiovisuels en ligne doivent s'abstenir de diffuser des messages à caractère sexiste, et ceux incitant notamment à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie et à la violence. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la ACA tient à préciser que les médias audiovisuels dans leur ensemble ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante CEI. La ACA, pour une couverture médiatique réussie des élections partielles des sénateurs, tient au respect scrupuleux des termes du présent communiqué, fait à Abidjan le 23 juillet 2021 pour la ACA, le président René Bourgoin. Et on évoque la cohésion sociale. Dans ce 20, les populations du village de Gaousoukro, dans la région de Sud-Comoé, ont célébré la paix et le développement. La cérémonie était à sa 2e édition, une célébration en présence du président du conseil régional, Eugène Aka Awele. Le reportage est signé Sidonie Davila. Gaousoukro, dans le département de Tiapoum, situé dans le Sud-Comoé. Les populations appellent au rassemblement des fils et filles du village pour le développement de leur localité. Un développement qui ne peut se faire sans réconciliation. Cette initiative est à féliciter. Cette cérémonie est le symbole même de la cohésion et la fraternité qui existent entre les fils du département, à l'occurrence ceux de Malamalakro et de Gaousoukro. Une cohésion qui a connu une fissure depuis les élections législatives. À cet effet, je remercie la présence de mon grand frère, honorable Kamara Bakari, pour dire que nous formons une famille pour pouvoir aider les fils et les filles du département à se prendre plus en charge à travers les concours, les emplois et les financements de projets. À l'occasion de cette rencontre, qui a lieu chaque année au lendemain de la fête de la Tabaski, le président du conseil régional du Sud-Comoé, Eugène Aka Awele, a lui réaffirmé son engagement pour la paix et le développement de la région. On est venu pour vous dire que la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir cet homme extraordinaire, ce grand bâtisseur, ce champion de développement. Nous devons le soutenir. Il est décidé à envoyer la Côte d'Ivoire au développement. Mais il compte sur chacun de nous, il compte sur la cohésion, il compte sur la réconciliation. La population de Gaousoukro ainsi que le président du conseil régional du Sud-Comoé n'ont pas manqué de saluer les actions de développement dans leur région obtenues grâce au président de la République, Alassane Ouattara.
Et comme Gao Soukro, les anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, s'engagent pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Ils l'ont signifié au cours d'une audience accordée à l'UNAFESI et par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan-Bertin. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Accompagné d'une vingtaine de personnes, le président de l'Union des anciens de la FESI, UNAFESI, Dr Martial Aipo, échange avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. L'essentiel des propos de la rencontre est axé sur la paix et le retour en Côte d'Ivoire de certains membres de l'UNAFESI encore en exil. Nous souhaitons que désormais tout le monde soit focalisé sur la réconciliation. Il faut qu'on avance. Et le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas se payer le luxe aujourd'hui d'une autre crise. Tous ceux qui sont concernés par cette dynamique-là s'y mettent à fond. Nous allons aujourd'hui prendre notre bâton de pèlerin et aller pour essayer de faire comprendre aux Ivoiriens que cette affaire de guerre, cette affaire de conflit, c'est terminé. La Côte d'Ivoire doit avancer. L'UNAFESI a également exprimé sa reconnaissance au ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale pour la nomination d'un de leurs, à savoir Eugène Doué, au poste de conseiller technique. Créée le 25 novembre 2018, l'Union des anciens de la FESI œuvre pour la solidarité entre ses membres. L'UNAFESI s'engage pour la réconciliation et la cohésion nationale. La Côte d'Ivoire a perdu l'un de ses illustres fils la semaine dernière. Il s'agit de l'ambassadeur Charles Gomis. Cette charismatique figure de la diplomatie ivoirienne est décédée le 16 juillet dernier. Hier, sa dépouille a été accueillie ici, à Abidjan, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, en présence d'une forte délégation de sénateurs et du président du Sénat. Herman Guivet pleure ici. La nuit est tombée sur Abidjan. Il est 19h06 à notre montre. Seuls, à deux, par petits groupes, les sénateurs passent la porte du salon ministériel de l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan. Tous venus accueillir la dépouille du sénateur Charles Gomis, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France pendant plusieurs années. Son Excellence Gomis a servi la Côte d'Ivoire. J'ai été marqué personnellement par cet homme. Il a été toujours à la tâche. Au niveau du Sénat, nous devrions avoir des assistants parlementaires. Mais le vice-président Gomis n'a pas attendu. Lui-même, il a recruté un assistant parlementaire et il a commencé à travailler, à étudier les dossiers. Je vous assure que ça a été fantastique. Le général Gomis était vice-président du Sénat. Et nous avions de très bons rapports. Un grand monsieur qui a fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai été choquée quand la triste nouvelle est tombée. À sa famille biologique, je présente vraiment toutes mes condoléances. Charles Gomis a été vraiment un homme humble, à l'écoute de ses collaborateurs, en dépit de tout ce qu'il a comme profil, grand diplomate, grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire. Puis, c'est au tour du président du Sénat, Aoussou Kouadio-Jano, de marquer son arrivée. Ils sont environ une trentaine à avoir effectué le déplacement de l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le président du Sénat ne manquera pas d'exprimer sa gratitude à chacun d'entre eux pour leur présence effective avant de rejoindre plus tard le salon privé du salon ministériel. Les minutes qui suivent, les proches et les parents de feu le sénateur Charles Gomis font leur entrée au salon ministériel. Leur avion vient de se poser en provenance de Paris, la capitale française. Le temps d'une étreinte, solidaires dans la douleur, ils affronteront ensemble cette difficile épreuve. Une aide d'honneur est aussitôt formée par les sénateurs. Et voici la dépouille de l'ambassadeur Charles Gomis portée sous le regard de ses ex-collaborateurs.
l'homme de Dieu présent dira une prière afin que le Tout-Puissant accorde aux défunts le repos éternel et sa bénédiction aux vivants. La prière achevée, le cortège funéraire prend la direction d'Ivocep, où attendent déjà certains parents, amis et anciens collaborateurs du défunt. L'homme de Dieu rappelle à tous que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Avant de se retirer, la délégation du Sénat, conduite par son président, Aoussou Kouadio-Jano, présentera ses hommages à la famille du défunt. C'était le récit d'Herman Guivet, Ainsi va la vie. Haïti fait ses adieux à son président Jovenel Moïse, assassiné par un commando à son domicile le 7 juillet dernier. Il a été inhumé aujourd'hui. Les Haïtiens lui ont rendu un ultime hommage lors de funérailles placées sous haute sécurité. Martine Moïse, la veuve du président, gravement blessée dans l'attaque, a pris part aux obsèques. Des représentants de délégations étrangères, du corps diplomatique et les membres du gouvernement étaient présents. La veuve, Martine Moïse, a rendu un hommage appuyé à son mari, à sa carrière d'entrepreneur avant son entrée en politique et a déploré sa fin tragique, sauvagement assassiné, abandonné et trahi. Et on passe à une nouvelle plus gaie. Les JO de Tokyo 2021, le top départ a été donné aujourd'hui. Et le coronavirus qui s'impose au JO, le coup d'envoi a été donné ce vendredi à huis clos. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2021, très sobre, s'est déroulée dans un stade olympique quasiment vide. Le thème porte sur la résilience par le sport. Arsène Kwasi. Après un an de report en raison du coronavirus, c'est enfin le coup d'envoi officiel des Jeux Olympiques de Tokyo. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi au stade olympique de la capitale japonaise. Avec toutes les incertitudes sur la tenue de la compétition et l'absence du public, les organisateurs promettaient un spectacle plus simple et plus sobre que les dernières éditions des JO. La cérémonie a donc mis en lumière l'histoire du pays hôte, le Japon. La soirée a rendu hommage aux victimes de la pandémie de Covid-19 à travers le monde et aux victimes du tremblement de terre survenu en 2011 sur les côtes japonaises. Les 206 délégations ont défilé dans la première partie de la cérémonie. Elles comptaient chacune 2 porte-drapeaux pour la première fois dans l'histoire des Jeux. Pour la Côte d'Ivoire, la sprinteuse ivoirienne Talou Marie-José et Ndri Kwadjo Frank de l'Aviron ont conduit la délégation. Et c'est la star de tennis japonaise Naomi Osaka, dernière relayeuse, qui allume la vasque olympique qui brille désormais à Tokyo, ville hôte de ces Jeux de la 32e Olympiade. La flamme restera allumée au stade olympique jusqu'au terme de ces Jeux, au soir du 8 août, après 2 semaines de compétition durant lesquelles 11 090 sportifs venus du monde entier se disputeront les 339 titres en jeu dans 33 disciplines sportives. Voilà, 2 semaines de compétition et ne vous en faites pas, vous allez vivre ces événements puisque la RTI couvre l'événement. Et Saïfoulaye Kone, directeur marketing, communication et RTI Digital est avec nous. Bonsoir Saïfoulaye Kone. Bonsoir Marie-Laure. Voilà la RTI qui va couvrir l'événement. Mais on va se pencher un peu sous l'ouverture. Vous avez vécu cet événement, bien sûr. Oui, effectivement. On va dire que ce sont des jeux qui sont totalement inédits. Parce que vous savez qu'à cause de la pandémie à Covid-19, le gouvernement japonais a décidé que ça se passerait à huis clos. À huis clos. Voilà. Heureusement que la RTI est là. La RTI va faire vivre donc, cet événement aux téléspectateurs. Totalement inédit. Alors, dites-nous, pourquoi la RTI a-t-elle acquis les droits pour les JO? Tout simplement parce que les Jeux Olympiques véhiculent des valeurs dans lesquelles le groupe RTI se reconnaît totalement. Vous savez, aujourd'hui, il est très important pour nous de permettre à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, puisqu'on parle de télé, de radio et de digital, de pouvoir vivre l'expérience des JO. Et ce sont des valeurs universelles qui sont situs, altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir s'ouvrir aux autres, de pouvoir faire de la compétition saine et de pouvoir aussi dépasser ses limites, c'est quelque chose qu'on avait envie de pouvoir présenter, mais de manière différente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un dispositif très particulier où vous avez l'A3,
qui va diffuser l'entièreté de tous les jeux sur ces chaînes. On a Radio Côte d'Ivoire qui va faire vivre au niveau de l'écoute radio, en fait, ces différents événements-là. Et puis RTI 1, pour les personnes qui n'auront pas pu voir les événements sur la 3, de pouvoir avoir le résumé de ces éléments-là par le journal des JO. Et bien entendu également il y a aussi la radio. La radio, oui, j'ai dit tout à l'heure, oui. Mais sinon, il y a un élément très important, c'est que c'est inédit aussi au niveau de la RTI, pour les matchs des éléphants, pour des rencontres de ce genre, on va avoir une duplication du signal, c'est-à-dire qu'il y aura la 3 qui va diffuser le match, et la 1 également aussi avec une autre couleur. Donc il y aura l'opportunité de pouvoir aller sur les deux chaînes comme on veut. Des belles couleurs, donc à ne pas manquer. Absolument, surtout quand on voit que les éléphants sont rentrés en jeu. Oui, bien sûr. Voilà, belle entrée contre les Saoudiens, 2-1. Effectivement, je veux dire, beaucoup de personnes doutaient un peu. Aujourd'hui, on peut dire que l'essentiel a été sauvegardé. Ils ont eu les 3 points. Maintenant, c'est le dimanche prochain, à 8h contre le Brésil. Voilà, ce sera une autre paire de manches, mais on est tout à fait capable de pouvoir l'emporter. Et le lundi également, on va retransmettre cette rencontre avec Cheikh, qui va entrer en liste le lundi. Il faut pouvoir garder l'or. C'est bien dit. Et donc, vous avez la possibilité de pouvoir effectivement, pour le grand public, suivre sur les deux chaînes. Et puis, on parlera aussi des annonceurs qui ont la possibilité de se positionner sur des offres segmentées qui vont pouvoir adresser une catégorie de clients qui sont différentes à la fois sur la 3, sur la radio ou bien sûr la RTI 1. Et bien entendu sur le digital. Alors pour terminer, un message bien sûr au public. Ne pas aller ailleurs, rester sur RTI 1 bien sûr, sur la 3 et d'autres. Au-delà de ça, surtout de pouvoir aujourd'hui, vous savez, c'est un divertissement universel et familial qui permet de pouvoir s'asseoir, regarder, vivre et puis partager des valeurs en famille. C'est très important aujourd'hui de pouvoir donner à des enfants, je parle aux plus jeunes, ces valeurs-là de l'olympisme et de pouvoir également aussi se projeter. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, vous avez vu la cérémonie d'ouverture, vous avez vu toutes ces nations-là qui concouraient. Il y a un frisson qui n'est exploitable nulle part ailleurs qu'à la télévision. Donc aujourd'hui, c'est effectivement très important pour nous de pouvoir présenter cela au grand public et puis également aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les entreprises de se greffer dessus afin de pouvoir faire voir leur marque. On serait de regarder sur nos antennes et puis revenir avec de l'or, comme le ministre des Sports l'a dit, au moins 3 médailles d'or. Merci beaucoup, M. Saïfla Koné, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le directeur marketing, communication et RTI Digital. Et justement, la RTI couvrira cet événement, les JO de Tokyo 2021, 2 semaines de festivités. À ne pas manquer, restez sur nos antennes. Merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il a été réalisé par Awa Sawadogo, supervisé par Hervé Blé. Merci surtout à vous de continuer à nous suivre. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly.